Tout le monde vit la crise dans laquelle nous sommes depuis quelque temps déjà et qui semble aller en s'aggravant. Nous avons des tas de commentaires, des tas de propositions de sortie de crise, mais on n'en voit pas la fin. Notre invité d'aujourd'hui est le professeur Joseph Harold Pierre, politologue, expert en économie et également très bon connaisseur de l'Amérique latine. Bonsoir, professeur Pierre. C'est bien Pierre, c'est bien le nom de famille, n'est-ce pas? C'est justement ça. Bonsoir, monsieur Klein. C'est un plaisir, mais une responsabilité d'assumer, d'aider, de porter un certain éclairage sur la situation, sur la crise. Donc voilà, me voici pour aider à comprendre cette réalité et voir comment on peut s'en sortir. Est-ce qu'on peut commencer par dire que le fondement principal, sinon unique, de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la crise du carburant? En fait, c'est une cause occasionnelle. C'est pas la cause principale parce que la situation, bien sûr, allait empirer, même si on n'avait pas enregistré la hausse des prix. Mais il faut dire aussi que même si le gouvernement avait laissé, disons, sans effet la décision qu'il a prise, ça n'allait rien changer. Pourquoi? Parce que 75% du carburant stocké où ça est stocké au terminal de Vareux et il n'y a pas moyen d'utiliser ces produits. Donc, le problème fondamental, c'est même pas le prix, c'est avant tout l'indisponibilité, l'absence des produits. Oui, non, on est bien d'accord. Et c'est pourquoi j'ai employé l'expression de crise du carburant. C'est un ensemble. C'est à la fois la non-disponibilité de l'essence dans les stations-service, mais c'est aussi le fait que, par la volonté d'un homme, on peut dire, Vareux est bloqué et les camions ne peuvent pas assurer la distribution. Mais partant de ce constat, le simple fait que le carburant n'existe pas aujourd'hui sur le marché fait que nous roulons quand nous pouvons rouler dans des rues complètement désertes, qu'il y a des industries qui sont obligées de fermer leurs portes. Je prends l'exemple de Culligan, qui est un exemple dramatique, parce que si tout d'un coup on n'a plus d'eau potable à boire, surtout que dans le même temps on entend que le choléra est revenu dans le pays, les hôpitaux, c'est une catastrophe que les hôpitaux sont obligés de fermer leurs portes, finalement, faute de carburant. Les écoles qui auraient dû reprendre, bon, c'est une chimère, cette histoire-là. Alors, comme vous êtes également économiste, comment analysez-vous l'impact que cette crise a sur l'économie haïtienne? En 2 mots. Bon, en fait, en Haïti, on a enregistré une récession depuis 2019, c'est-à-dire croissance négative 2019, 2020, 2021. Donc, on est supposé enregistrer encore une croissance négative estimée à 4% par le ministère des Finances, mais moi que j'avais estimé à 1%. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on va passer d'une récession à une dépression. Techniquement, en économie, on parle de dépression quand on enregistre une croissance négative pendant plus de 3 ans. Donc, ça va être le cas, c'est-à-dire ce que j'appelle l'exacerbation du chaos, c'est ce qu'on vit actuellement. Ce qui m'importe le plus, c'est pas cette donnée statistique, c'est voir l'impact que ça va avoir sur la vie des gens. Donc, la pauvreté va augmenter, la misère va augmenter, et en conséquence, les frustrations vont aussi augmenter. Et maintenant, on assiste à une décomposition rapide du tissu social haïtien et ça va de mal en pis. Donc, voilà ce dont il faut avoir peur, c'est la vitesse de cette décomposition sociale. Parce qu'actuellement, on attaque les églises, on attaque les écoles. Donc, avant, ce n'était pas pareil.
Et tout cela est dû pour une très large part à cette crise économique, à cette décroissance, à cette croissance négative de l'économie. C'est ça. Bon, alors maintenant, la grande question, la question, je dirais, à 1 milliard de dollars, c'est que faudrait-il faire dans l'immédiat pour au moins freiner cette dégradation? Voilà. Pour proposer une solution, il faut dire quelles sont les dimensions du problème haïtien. À mon avis, ça a peut-être 3 dimensions. Il y a la dimension économique, il y a la dimension politique, il y a la dimension géopolitique et la dimension culturelle. 4 dimensions. Et les dimensions économiques et politiques sont quelque part conséquences de la dimension culturelle. Mais on ne va pas parler de la culture haïtienne, pourquoi on est bloqué, mais fondamentalement, on est bloqué parce qu'on n'a pas d'acteurs politiques, on n'a pas d'élite politique en Haïti. C'est la cause fondamentale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a 2 problèmes fondamentaux à résoudre. Tout d'abord, il y a le problème de l'insécurité, c'est le premier problème à résoudre. Et ensuite, il y a aussi un autre problème qui est la crise générale de l'État, de la conjoncture actuelle. Le problème de l'insécurité, c'est le premier problème à résoudre, comme je viens de le dire. Ce problème ne peut être pas résolu par nous autres Haïtiens. C'est extrêmement difficile chaque fois que je le dis, et les gens se fâchent, mais c'est la réalité. On ne peut pas le résoudre. Pourquoi? Tout d'abord, on dispose de quelle force? On dispose de la police d'Haïti. La police d'Haïti, qui a environ 15 000 membres, ne peut pas affronter les groupes armés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la police n'est pas équipée, la police n'est pas entraînée et la police est numériquement trop faible. Et une autre cause fondamentale, un autre facteur fondamental, c'est que la police n'est pas motivée. Quand les policiers savent que le problème a été créé par fondamentalement les politiciens et de surcroît, ils sont mal payés, les policiers ne vont pas risquer leur vie. Donc, pour toutes ces raisons, les policiers, et ensuite, il faut dire aussi que le problème auquel fait face le pays, ce n'est pas un problème que peuvent résoudre les policiers. C'est un problème avant tout que devraient résoudre des militaires. On n'en a pas en Haïti. Donc, parce que le rôle de la police, je ne cesse que de le dire, c'est le maintien d'ordre. C'est aussi d'aider à la cohésion sociale. Donc, ce n'est pas d'affronter ces groupes armés et c'est avant tout une question militaire. Maintenant, il nous reste une seule possibilité, c'est l'étranger. Nos policiers, c'est-à-dire Haïti, on n'a ni la capacité technique, on n'a ni les moyens financiers, de surcroît, on n'a pas la volonté de résoudre le problème de la sécurité pour une très large part qui sont la création de nos politiciens. Maintenant, l'international ou la communauté internationale, spécialement les États-Unis, il est clair que cette communauté internationale n'a pas la volonté de résoudre le problème de la sécurité. Mais cette communauté internationale a et la capacité technique et les moyens financiers. Moi, ma proposition est que des Haïtiens compétents, des Haïtiens prestigieux fassent le lobby auprès de l'international de manière qu'elle nous envoie, je le dis très clairement, une force capable de résoudre le problème de l'insécurité. C'est certain que l'international n'est pas intéressé. Mais si on a ces gens dont je parle, des gens compétents, des gens influents, des gens prestigieux, je pense qu'il est très probable que l'international se repositionne. Et l'idée, c'est que quand on exerce ce qu'on appelle soft power, quand on est capable d'influer les décisions de l'autre, eh bien, pour le faire, ça se fait seulement à travers des gens influents, des gens compétents. Donc, c'est justement ça. Et les gens que nous avons maintenant qui nous dirigent, ils sont tout d'abord très incompétents, ils ne sont pas du tout prestigieux, ils ont tous les dossiers du monde. Donc, c'est sûr et certain qu'ils ne sont pas capables de faire en sorte que l'international repense le cas haïtien ou se repositionne par rapport au cas haïtien. Voilà le problème qu'il faut aborder. Maintenant, très bien. Professeur,
professeur Pierre, deux choses rapidement. Bon, j'ai compris, vous avez été très, très clair, que vous seriez favorable à une intervention étrangère pour aider à résoudre exclusivement le problème de l'insécurité. Bon, on pourrait facilement vous répliquer que nous avons été occupés, qu'il y a eu des troupes étrangères multinationales sur notre terrain pendant des années et que finalement, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Ils nous ont apporté le choléra avec les Népalais. Ah, c'est très bien de rétorquer, mais maintenant, c'est les Haïtiens que nous avons à ce moment-là, nos dirigeants n'ont pas changé. Bon, il y a une nuance fondamentale. La nuance fondamentale, c'est que ceux qui vont nous diriger pendant cette période doivent être des gens sérieux, compétents et prestigieux, capables de tenir tête à l'international. Voilà la nuance qu'il faut considérer. Mais si on a ces gens-là qui sont des marionnettes entre les mains de l'international, il ne fait aucun doute que si l'international arrive, rien ne va changer et la situation va continuer et même empirer. Donc c'est ça la nuance. Il nous faut d'autres gens, c'est-à-dire la société haïtienne. Comment ? Je vous suis parfaitement, mais la grande question est, bon, les troupes d'occupation multinationales que nous avons eues en Haïti, sous la direction du Brésil, c'est un général brésilien qui était le chef suprême de toutes ces troupes. Bon, d'après eux, leur mandat ne consistait pas à intervenir. Ils étaient là pour un petit peu en matière préventive. Alors, mais qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui convaincre l'international d'envoyer leurs soldats mourir sur le sol haïtien? À mon avis, là, il faut faire un double jeu. Et ça n'a aucun sens. Dire que le mandat était de prévenir, ça n'a aucun sens, parce que prévenir signifie qu'on n'a pas eu de problème, mais on s'aperçoit qu'il allait y en avoir, et là, on a une mission de prévention. Mais ce n'était pas été le cas. Donc, ce qu'il nous fallait, ce n'était pas la prévention, c'était justement l'action. Donc, ce n'était pas, ou du moins, il fallait traiter le problème. Donc, oui, parce qu'on a eu des tas d'exemples d'attaques qui se faisaient sous les yeux de militaires étrangers armés qui restaient les bras croisés. Il y a eu des tas d'exemples. Dire qu'il s'agissait de prévention, ça n'a aucun sens. Maintenant, il faut jouer un double jeu. C'est-à-dire, le problème doit être vu où les lobbies qu'il faut faire auprès de l'international doivent avoir une double dimension. Il y a tout d'abord se faire accompagner, ou bien qu'il y ait des Haïtiens prestigieux, compétents pour faire le lobby auprès de l'international, mais comme Haïti souffre d'un déficit majeur en termes de crédibilité, il faut se faire accompagner de certains pays latino-américains. Il faut mobiliser la diplomatie latino-américaine pour nous accompagner auprès de l'international. C'est-à-dire, le problème, la solution ne peut pas être, la démarche ne peut pas être uniquement haïtienne, mais je parlerai plutôt d'une démarche régionale. Il y a des pays latino-américains, par exemple un pays comme le Chili, un pays comme l'Argentine, il y a d'autres pays, je pense, comme le Brésil, ils seraient, bien sûr, intéressés à accompagner Haïti dans cette démarche. Et d'ailleurs, ils en ont toujours parlé, mais je ne crois pas que les leaders haïtiens aient abordé ces latino-américains et mobilisé la diplomatie latino-américaine pour nous aider à faire ce lobby. Donc, je pense qu'il faut travailler à ces deux niveaux-là. Et sans nul doute, à mon avis, ça donnerait un certain résultat. Mais Haïti seul, on ne peut pas. Mais avec l'Amérique latine, je pense que ça pourrait fonctionner. Très bien. Bon, malheureusement, le temps nous fait un petit peu défaut, professeur Pierre. Alors, rapidement, quel est votre pronostic pour les jours et les semaines à venir? Bon, en fait, c'est simple. J'en ai parlé depuis 2020. La situation, le chaos va continuer à s'exacerber. Il va y avoir une exacerbation du chaos. Il va y avoir beaucoup plus de manifestations. Il peut y avoir beaucoup plus de pillages. Donc, ça va être ça. Et l'international ne va rien changer de sa position s'il n'est pas convaincu
que le changement lui conviendrait. Ça, c'est très important. Et fort souvent en Haïti, la position, c'est une position de pitié. L'international nous haït, l'international ne veut pas de nous, c'est pas ça. Donc, il faut se positionner de manière que l'international se repositionne. Voilà, c'est justement ça, c'est triste, mais les jours s'annoncent très noirs en Haïti. Une toute dernière question, très rapidement. Que pensez-vous de la dernière intervention de l'ambassadeur du Canada qui a choisi délibérément de publier un tweet dans lequel il demandait au gouvernement de négocier avec les gangs? Bon, pour moi, cela signifie seulement que l'international ne croit pas en Haïti. L'international ne croit pas en un changement en Haïti. Donc, il faut convaincre l'international que le cas haïtien n'est pas perdu. Mais dire que le gouvernement doit négocier avec l'international, et on sait qu'il n'existe pas d'État ni de gouvernement en Haïti, c'est des gens manipulés par l'international. Donc, dans ce cas, on vient de légitimer le pouvoir des gangs. C'est justement ça, on vient de légitimer le pouvoir des gangs. Donc, convaincre l'international va être encore beaucoup plus difficile. Il nous faut des gens compétents, sérieux et sans dossier pour convaincre l'international à repenser sa position par rapport à Haïti. C'est justement ça. Mais c'est très triste la déclaration de l'ambassadeur qui montre très clairement qu'on ne croit pas en nous et que Haïti, pour eux, c'est un cas perdu. Mais je pense que c'est pas ça. Oui, bon, vous avez prononcé le mot qu'il fallait prononcer, à savoir que cette déclaration n'est rien d'autre qu'une légitimation de la puissance des gangs en Haïti. Et bon, je ne sais pas. Encore pire que cette légitimation, c'est dire aussi que l'international ne croit pas en nous. L'international croit que les gangs sont les chefs réels d'Haïti. Et je l'ai toujours dit, il existe deux groupes. Le gouvernement est, du point de vue de la force, est tout aussi un gang. Peut-être que il n'y a pas de kidnapping, entre guillemets, dans le cadre du gouvernement, mais au niveau de la force, c'est un gang qui doit être renforcé par l'international de manière qu'il y ait un peu de sécurité dans le pays. Donc, mais l'ambassadeur vient justement de confirmer la position que j'ai toujours tenue depuis 2020. Merci infiniment, professeur Pierre, de nous avoir accordé un peu de votre temps pour jeter un éclairage tout à fait intéressant sur la crise que nous traversons. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore. Merci, M. Clark. Merci. C'est assumer ma responsabilité et je ne cesse que de croire que le problème haïtien a une solution. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà. Merci. À bientôt. C'était le professeur Joseph Harold Pierre, professeur, donc, politologue, économiste, spécialiste de la politique de l'Amérique latine, qui nous donnait son sentiment sur la situation actuelle et ce qu'il faudrait faire pour essayer d'y mettre fin ou d'en sortir.